euh, plus précisément de comment on va gérer les drifts grâce à la méthode GitOps. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Katia, je suis CTO et cofondatrice chez Cockpit.io et accessoirement SRE aussi. Donc, on est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement autour des sujets cloud et DevOps. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. D'une part, on recrute et en plus, on a un blog assez sympa. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je vais faire un petit sondage. Qui d'entre vous utilise déjà Terraform? Ok, très bien. J'arrive en terrain connu. Alors, Terraform, je vais quand même rappeler pour les mains qui ne se sont pas levées. Donc, c'est un outil d'infrastructure as code aujourd'hui qui est standard du marché. Donc, même s'il y a des solutions alternatives, mais Terraform reste quand même la référence. Il est open source. Une de ses forces, c'est vraiment ces nombreuses communautés qui sont très actives autour de Terraform. À date de ce talk, il y a plus de 3200 providers, 14 000 modules communautaires. En plus, on a la possibilité d'étendre le fonctionnement de Terraform pour créer ses propres modules et ses propres providers. Donc vous voyez, Terraform, c'est génial dans la vraie vie, sauf quand on a des drifts. Et là, en production, c'est un peu le drame. Alors, qu'est-ce que les drifts, pour ceux qui ne le savent peut-être pas? Donc c'est toutes les différences qui vont exister entre l'état désiré qu'on aura déclaré dans sa configuration Terraform et l'état réel des ressources. Ces modifications-là, elles peuvent être causées par de nombreux événements, comme des modifications humaines. Ça nous arrive toutes et tous d'aller sur la console du cloud provider, de changer des choses, même si on sait que ce n'est pas une bonne pratique. Ou sinon, tout simplement, ça peut être des effets de bord, d'autres scripts ou d'autres fichiers de configuration. Et ces modifications-là, elles vont subsister entre deux opérations d'apply. Et on l'aura deviné, ça va augmenter le risque d'incident, surtout quand on ne sait pas qu'il y a des modifications en production. Quelles sont les options pour les éviter? Alors, la première option, ne rien faire et espérer. Donc ça, c'est des choses aussi qui existent. Moi, je l'ai vu dans certaines organisations. On dit attention, il ne faut pas toucher, c'est la bonne pratique, mais on le fait tous et toutes. Moi aussi, je l'ai fait, j'avoue. Et on sait que cette option-là, on ne va pas la retenir du tout, on ne va pas la préconiser en prod. La deuxième option, c'est d'avoir ses propres scripts ou d'utiliser des outils comme DriftCTL. Par contre, on va venir les exécuter de manière programmée, on va les scheduler pour pouvoir détecter les drifts. Il y a quand même des limites à cette méthode-là, cette option-là. C'est déjà le fait d'avoir deux workflows différents à maintenir, donc le workflow principal de gestion de l'infrastructure et le workflow de détection des drifts. Et en plus, on a des risques d'erreur quand on a deux workflows différents. Et des outils comme DriftCTL ont quelques limitations. Déjà, d'une part, ils ne supportent pas tous les cloud providers, tous les providers Terraform, et même sur le principal cloud provider comme AWS, il y a certaines ressources qui ne supportent pas. Quelle serait la meilleure solution? Donc, je me suis posé la question à moi-même. Une solution idéale pour moi, ça serait d'avoir un outil qui soit autonome et configurable pour pouvoir m'adapter aux différents contextes et aux différents environnements, parce que parfois, sur les environnements d'hors prod, on a des spécificités. D'avoir un workflow unique qui va me permettre à la fois de manager mon infrastructure et de détecter les drifts, qui puisse me permettre d'être alerté, et de réconcilier les états, parce que parfois, on ne veut pas laisser aller vers l'automatisation extrême, de dire, OK, réconcilie les états, on veut juste être alerté, ou on veut avoir une étape de validation manuelle. Et bien évidemment, que ça soit une solution proactive, qu'on n'ait pas besoin d'aller sur l'outil, de le déclencher l'exécution. Et là, on pense forcément au GitOps. Alors, qu'est-ce que le GitOps? Est-ce qu'il y a entre vous des personnes qui ont déjà utilisé et travaillé avec du GitOps? OK. Le GitOps, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une implémentation du déploiement continu. C'est un processus automatisé qui fait en sorte que l'environnement corresponde toujours à l'état désiré qu'on aura déclaré. Et comme il y a Git dans le mot GitOps, on le devine, le repository Git, c'est lui qui devient la source de vérité. Il y a différents outils GitOps, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Flux. On va parler de Flux. Pourquoi il m'intéresse? Parce que dans Flux, il y a le TF Controller, donc c'est un contrôleur Terraform Flux qui va nous permettre de réconcilier les ressources Terraform grâce à la méthode GitOps. Et il GitOpsifie donc l'infrastructure grâce à Cube et à Terraform. Et c'est un outil en plus proactif, donc il coche plutôt plein de cases. Flux, TF Controller a des fonctionnalités assez intéressantes. Le fait d'avoir le multi-tenancy, donc ça c'est une fonctionnalité qui est native à Flux, qui va nous permettre de déployer, de manager différents environnements. En plus, il y a différentes possibilités, comme la détection des drifts en read-only.
Donc, on les détecte, mais on ne permet pas au TF Controller de toucher à l'infra, surtout quand on est en prod. D'approuver les modifications manuelles, donc de valider le plan Terraform qui aura été fait avant de l'autoriser à faire des modifications de remédiation. Et là, on va passer à la démonstration, puisqu'on a fait un petit peu trop de théorie là. Donc, pour la démonstration, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais créer une infrastructure assez simple. Mon infra, c'est vraiment une instance, une VM, donc une instance EC2 sur AWS. Donc là, si je viens sur AWS, est-ce que vous voyez mon écran ou vous avez besoin que je zoome un petit peu? Où ça va? OK, zoom. Alors, je vais zoomer. OK, là, c'est bon? OK. En tout cas, là, j'ai pas d'instance qui tourne. J'ai rien fait. Et j'ai déclaré mon code Terraform que j'ai versionné dans un repo sur GitLab. Donc, mon code Terraform, il est assez basique. Donc, j'ai juste donné un nom à mon instance. J'ai mis Hello Riviera Dev. Et à côté de ça, j'ai préparé un repo FluxConf où où Flux va versionner sa configuration. Et là, il est vide. Il y a juste le README classique standard. On va commencer. Donc pour commencer, moi j'ai créé un fichier env pour cette démo parce que j'ai besoin d'access key, d'identifiant pour pouvoir permettre à Flux de se connecter à mon repo GitLab parce qu'il n'est pas accessible publiquement. Et j'ai besoin d'identifiant aussi pour permettre à TF Controller de modifier mon infrastructure sur mon compte AWS. Donc je vais juste sourcer ce fichier-là et maintenant je vais installer Flux. J'ai un cluster Kubernetes local, donc qui n'est pas accessible depuis Internet. Et là, je vais lancer l'installation de Flux. Je lui spécifie le repo GitLab. On peut faire ça aussi avec GitHub. Donc, je lui spécifie le compte, le repo GitLab où il va stocker ses fichiers de conf. Je lui mets la branche, le path où il va mettre la conf pour pouvoir être en multi-environnement et puis quelques informations. Là, ce qui va se passer si je reviens sur mon navigateur, sur mon repo FluxConf, je vois que Flux a commit et a fait un push, le dernier commit, donc il appartient à Flux, il a versionné ses fichiers de configuration, ce qui va me permettre aussi de rajouter des choses par-dessus. Donc à cette étape-là, on est vraiment sur du Flux classique. Donc je me connecte à mon cluster et je vois qu'il y a un nouveau namespace qui s'est créé, Flux System, où j'ai mes différents pods qui font fonctionner, je ne les touche pas, c'est eux qui font fonctionner Flux. Donc là, comment on fait pour installer Terraform Controller? La première étape, ça va être donc de créer des secrets dans Cube pour lui dire où il va trouver les access keys, les identifiants à GitLab et puis mes access secret keys à AWS. Donc là, j'ai créé 2 secrets dans Kubernetes. Ensuite, l'autre étape, l'étape suivante, je vais installer le TF Controller. Pour cela, je vais venir ici, je vais faire un git clone. Enfin, voilà, j'ai cloné, je vais juste faire un pull de ma conf Flux. Donc là, je vais pouvoir l'auditer et je vais pouvoir overwriter, rajouter des choses à l'intérieur. Donc là, c'est du customize, donc je vais rajouter juste le path. J'ai suivi le lien donné dans la documentation de TF Controller. Et puis là, comme on est dans le cadre d'une démo, je vais juste venir ici réduire le délai. Je ne vais pas faire 1 minute plutôt, je vais mettre 30 secondes. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais commit. Update, je rajoute. Je vous promets, je ne fais pas ces messages de commit en prod. Dans la vraie vie, je ne fais pas ça. Je mets des commits explicites. Alors, je viens. Là, je vois que je suis autrice du dernier commit. Je prends juste la référence pour pouvoir vous montrer. Donc là, le commit, c'est 1C0. Il commence par ça. Et si je reviens, c'est très rapide. Hein, vous voyez, donc là, déjà, il m'a installé le TF Controller parce que le source controller, donc il a vu qu'il y avait des modifications. Donc ensuite, il va faire la réconciliation. Il voit la nouvelle configuration que j'ai appliquée dans ma config Flux. Et il m'a installé TF Controller. Maintenant, j'ai juste TF Controller. Je ne lui ai pas dit où est mon repo Terraform. Où est-ce que j'ai versionné mon code Terraform. Donc là, c'est l'étape d'après. Je vais venir rajouter ces fichiers. Je vais les rajouter. Et ensuite, je vous explique le temps que le TF Controller fasse sa petite vie. Alors, j'ai mis les liens.
je vous explique tout de suite. Donc, je rajoute autant de fichiers de manifeste dont j'ai besoin. Hein. Voilà. J'ai un tiret plus. Et je vais les ajouter. Update. J'ai push. Donc je vous explique tout de suite. Là, la première chose, c'est que j'ai rajouté une ressource de type Git repository qui est là, que j'ai appelée tfdemo dans le namespace Flux System. Et Flux va venir la scanner, cette ressource-là, à intervalle de 30 secondes. Donc toutes les 30 secondes, il va aller voir si mon code Terraform a bougé. Et la référence, j'ai spécifié la référence main, parce que dans le cas de démo, mais je peux faire develop, staging, tout ce que je veux, ou des tags. Et bien évidemment, pour qu'il puisse récupérer, faire un git clone de ce repo-là, il faut qu'il ait accès au secret que j'ai créé juste avant, donc je lui mets la référence du secret. Ça, c'est pour la partie git repo. Ensuite, Terraform Controller a besoin d'une autre ressource qui est de type Terraform. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai dit, intervalle toutes les minutes, tu vas comparer l'état désiré que j'ai déclaré, donc la configuration Terraform que j'ai déclarée, qui est versionnée dans GitLab, tu vas la comparer avec ce qui se passe en fait sur mon cloud provider. Je lui mets la source, donc la référence, pour qu'il puisse retrouver le lien vers le repository, c'est la ressource que j'ai créée juste avant. Et puis, pour qu'il puisse modifier l'infra, il lui faut le secret où j'ai mis mes access keys, secret keys, donc c'est ce que je viens de faire. Là, je vais juste aller vérifier. Donc là, on voit un runner qui a disparu. En fait, à intervalles, donc toutes les minutes, il y a un démo TF runner. Je vais essayer d'attraper les logs de ce pod éphémère. Donc il y a un runner, l'intervalle c'est moi qui l'ai défini, qui va venir faire un plan, donc il va faire le Terraform init, il va faire le plan, il va comparer pour voir s'il y a des modifications à appliquer ou pas. Comment il sait qu'il a le droit d'appliquer ces modifications? Parce que moi, dans le cadre de cette démo, dans ma ressource Terraform, j'ai mis l'approve plan à auto, donc il a le droit. Sinon, en fait, si on ne veut pas aller à ce stade-là, on a la possibilité aussi de définir un autre mode de fonctionnement. Et donc, quand je reviens sur mon pod, je vois effectivement qu'il est en train de continuer, donc il fait l'initialisation, il va récupérer. Et si je reviens là, dans ma démo, j'attends un petit peu, et là, je vois qu'il m'a créé l'instance. Bon. Là, il m'a créé l'instance qui s'appelle... Bon, j'arrive pas à dézoomer, mais... Hop là. Je vais essayer de faire ça comme ça. Il vient juste de la créer. Donc, si je vais sur cette instance-là, il me l'a créé, c'est ce que j'ai déclaré, je l'ai appelé Hello Riviera Dev. Maintenant, on va simuler le drift. Donc là, on a juste laissé Terraform Controller manager notre infrastructure. Le drift, je suis en train de toucher à la console alors que pour débugger. Je fais un manage. Zut, je supprime la value, je ne m'en rends pas compte, je save, le nom disparaît, donc ça c'est un drift, ce que je viens de faire. Je laisse le temps à Terraform Controller, donc là le pod il a disparu. Sur les dernières versions de Terraform Controller, on a 3 pods qui tournent, 3 réplicas par défaut qui tournent. Donc on attend juste un petit peu, le temps qu'un Terraform runner arrive, et ensuite il va faire la remédiation. Moi, là, pour la démo, le state, il est stocké en fait dans un secret dans Cube. Bien évidemment, c'est pas ça qu'on va faire après dans la vraie vie. On a la possibilité aussi de le mettre sur un bucket, par exemple, distant quand on est sur du S3, parce que tout le monde n'est pas non plus sur AWS, mais on a la possibilité de choisir tous les backends autorisés par Terraform. Donc là, on attend. Je vais juste vérifier mes petits secrets. Donc, normalement, on est bon. Il a fait. Donc là, vous voyez, il y a le Terraform plan. C'est ça qu'il va faire. Il va les comparer. Et j'attends pour voir s'il va... Alors, j'ai mis... Voilà, il y a un Terraform runner. Pourquoi j'ai mis 1 minute et j'ai pas mis 30 secondes pour cette démo? Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que ça dépend du nombre de modules que Terraform doit récupérer au moment de l'init. Parfois, l'init, il est il prend du temps. Donc, il faut faire attention à ça quand vous définissez les intervalles, tout simplement. Sinon, il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de son opération. Donc là, il fait l'initialisation.
il récupère, donc il crée le plan. Là, on voit qu'il est en train de créer le plan. Et là, voilà, il crée le plan. Il est en train, c'est des logs Terraform, on voit qu'il est en train de modifier l'instance, dont l'ID commence par 023EA. C'est mon instance, c'est celle-ci. Et là, il m'a remis l'état que j'ai déclaré, moi, dans mon code Terraform. Donc, sans que j'ai besoin d'aller sur l'infrastructure et la modifier manuellement. Et voilà, fin de la démo. Je vais juste faire une conclusion. La conclusion va être rapide. Terraform, c'est un outil très puissant et très complet. Par contre, quand on fait beaucoup de Terraform dans le quotidien, on se rend compte très vite que la gestion des drifts peut vite devenir pénible, même sur les environnements d'hors production, quand on est nombreux à avoir accès à toucher. Donc, Terraform Controller et le GitOps peuvent être une très bonne solution pour les gérer. Et merci. Est-ce qu'on a le temps pour des petites questions? Oui. Alors, la question, est-ce qu'on peut limiter les actions qui sont permises à Terraform Controller, par exemple? Ok. Ça, moi, pour moi, on le gère au niveau de l'Access Key parce que ça correspond à un compte IAM que j'ai créé au niveau d'AWS. Donc, si on lui attache une policy qui est restrictive, il ne pourra pas le faire. Par contre, s'il a besoin à un moment de supprimer, de recréer, il le fera forcément. Ça, on aura juste une erreur. Donc, qu'il n'a pas le droit, le compte n'a pas le droit de faire ça, mais sinon, normalement, ça devrait. Enfin, on peut limiter ça comme ça. TF Controller? Non, parce que lui, il est multi-provider. Donc, vraiment, lui, ce qu'il fait, il applique, il déploie du code Terraform. Donc, après, il n'y a pas de standardisation au niveau des API, ni de standardisation au niveau des access IAM. Donc, ça dépend vraiment des access keys que je lui ai donnés. Aujourd'hui, pour la démo, j'ai fait ça sur AWS, mais sur d'autres cloud providers, les access IAM, on n'a pas de granularité, vous avez compris, au niveau des actions qu'on peut autoriser ou pas. En fait, donc, ça, on le gère plutôt côté IAM. Oui. Est-ce qu'on est capable d'envoyer des notifications typiquement sur Slack Oui. chaque fois qu'on va corriger un drift pour que justement l'utilisateur soit au courant qu'il y a eu un drift Oui, ça c'est possible. Donc on peut le programmer juste pour être alerté en cas de détection des drifts. Ça c'est totalement possible aussi. Oui. Du coup, il y a un prérequis, c'est que le Terraform il utilise un back-end distant, pas le back-end local pour son dev state. Alors, là, dans la démo, j'ai laissé la conf classique standard par défaut. Et la conf par défaut, c'est il le stocke dans un secret. Et c'est pas du tout... il ne faut pas faire ça. Mais on a la possibilité de modifier ce fonctionnement-là par défaut pour utiliser un back-end distant. Le dev state est dans les secrets Kubernetes. C'est ça. C'est pas une bonne pratique, il ne faut pas garder ça. Moi, je ne me suis pas embêtée à créer un bucket S3, en fait, mais on peut overrider le fonctionnement du back-end. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que ça vous donne envie de tester? Levez les mains, je vois. Cool. C'est de ça de gagner. Oui. Là, vous avez évoqué Flux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce même comportement-là? Par exemple, je vais évoquer un procédé. Est-ce qu'on peut retrouver ce comportement-là avec un procédé, avec des add-ons, par exemple? Au moment où j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ça fait... j'ai déjà parlé du sujet à Marseille en décembre. Ça n'existait pas non plus encore. Peut-être que ça a changé ce matin. Mais là, c'est vraiment un contrôleur Flux. Mais j'ai pas vu de contrôleur pour Argo CD. Oui. Non, c'est vraiment un contrôleur, c'est un repo, enfin c'est un projet open source à part. Parce qu'il est fait pour fonctionner avec Flux, tout simplement.
C'est vraiment un contrôleur Flux. C'est pas un contrôleur GitOps. Et donc moi, je l'ai rajouté ici. Donc j'ai suivi la documentation, le mode d'installation. C'est un manifeste. Il y a plusieurs versions. Donc j'ai pris la version. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que j'avais vu. Oui. Normalement, on le déploie que dans Cube. Je dis pas de bêtises, sauf s'il y a eu des modifications là récemment, très très récemment, mais il faut un cluster Cube. Ouais, c'est un prérequis. Je crois que j'avais vu une autre main, mais je me souviens plus. Oui. Alors, très bonne question. Ça fait débat dans le monde de Terraform, donc c'est vraiment indépendant de TF Controller. C'est quand on rajoute des ressources qui ne sont pas déclarées manuellement, pourquoi Terraform ne les manage pas? Parce que tout simplement, là, en fait, ça c'est le fonctionnement vraiment propre à Terraform. Terraform, sa source de vérité, c'est son fichier de state, c'est son fichier d'état. Donc tout ce qu'il n'a pas créé auparavant, qui n'existe pas soit dans la configuration Terraform, soit dans la configuration, dans le fichier d'état, il ne le touche pas. Et ça, c'est pas forcément un défaut à mon sens pour moi, parce que parfois, quand on a de très grosses infras, on split. En fait, on crée plusieurs projets Terraform pour manager ça, pour découper ça, pour avoir du découplage et permettre à certaines équipes, par exemple, à certains groupes de personnes, de gérer qu'une partie de l'infra. Mais ça, c'est vraiment le fonctionnement de Terraform qui est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était ça ta question? Alors, c'est le fait d'ajouter une règle dans un security group qui aura été créé. Ok. Je me souviens que pendant un moment, là, c'est vraiment une limitation du coup du provider Terraform AWS. Je pense que c'est une limitation de l'API AWS qui était comme ça. On pouvait rajouter des choses et Terraform ne le voyait pas parce que tout simplement l'API. Terraform, c'est un provider AWS. Terraform, c'est quoi? C'est juste un plugin qui fait des calls API à l'API AWS. Donc là, on est en fait, si on a ce fonctionnement-là, c'est une limitation du provider, de l'API du provider, et plus du tout côté Terraform. Mais s'il y a des choses qu'on modifie, qu'on rajoute, des configurations qu'on rajoute, je ne parle pas de ressources, mais juste on vient modifier une ressource qui aura été créée par Terraform, donc qui est connue dans le fichier d'état, à ce moment-là, normalement, dans la majorité des cas, sauf limitation du provider, il y aura remédiation. Parce que Terraform ne touche pas. En fait, c'est vraiment le fonctionnement de Terraform. Pour lui, imaginez, ça arrive très souvent, imaginez on a 2 projets Terraform pour manager, par exemple, je sais pas, un projet dédié au management, à la gestion d'un WAF, par exemple. Et alors que l'autre balançant, on l'aura créé à côté, en fait, c'est 2 fichiers d'état différents. Donc Terraform, il ne va pas aller interférer sur une ressource qu'il ne connaît pas. Lui, il ne la connaît pas. Par contre, on mettra en place des mécanismes autres. Par exemple, je ne sais pas, des alertes, ça dépend du provider sur lequel on est. Parfois, on peut dire, s'il n'y a pas tel tag, machin, etc., ou on fait de l'audit trail pour détecter s'il y a ce fonctionnement-là. Donc, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur Terraform pour faire de la sécu. J'ai répondu à ta question. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des remarques, ça peut être aussi... Non? En fait, ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'on a aussi, par exemple, on peut limiter.
Donc moi, à chaque fois, j'ai spécifié la branche de référence. Donc là, j'ai spécifié, là c'est pour la conf Flux propre à Flux, mais sinon même là, j'ai spécifié, où est-ce que j'ai spécifié ? Dans le Git repository, j'ai spécifié la branche de référence. On peut dire par exemple sur une branche, c'est un exemple, hein, sur une branche développe, on peut autoriser tout le monde à modifier l'infra. Par contre, si on veut par exemple déployer en pré-prod, là on arrive sur la branche main et là il faut avoir des droits élevés pour faire ça. On a le temps de faire un audit, de faire une review pour vérifier. Donc on a la possibilité aussi de jouer sur les différentes branches pour créer, pour avoir du multi-tenancy pour manager ça. Mais oui, ça réduit, ça évite de devoir faire des pipelines de CI/CD. C'est un changement de paradigme, le GitOps. Donc on passe plus par les pipelines de CI/CD. On laisse Flux surveiller la branche de référence et si on voit qu'il y a une modification, à ce moment-là, c'est lui qui est en charge de l'appliquer. C'est bon, on a fini. Ok, merci beaucoup d'avoir été attentif et réactif. N'hésitez pas à me mettre une petite note, un commentaire sur Open Feedback. Merci beaucoup.